Mélanie Laurent et Cyril Dion avec nous. Bonjour à vous deux. Bonjour. Je vous ai vu réagir d'ailleurs à cette histoire d'indemnité kilométrique. Et quand on voit votre film et quand on voit ce qui se passe à Copenhague, par exemple, on se dit qu'on a du chemin à faire, quoi. Mais oui, Copenhague, c'est 4 personnes sur 5 qui ont un vélo et il y a 67% des gens qui prennent pas la voiture. Et ils ont réussi parce que, effectivement, à la fois ils ont des infrastructures pour les vélos et puis parce qu'ils ont encouragé les gens à les prendre. Donc je trouve que c'est dommage. Alors, il est très réjouissant en fait ce film demain parce que c'est une histoire de possible en fait. Je le disais, vous montrez pas toutes les catastrophes qui vont nous arriver dans 50 ou 100 ans parce que d'autres l'ont déjà fait avant vous et ça marche pas particulièrement en fait ce genre de choses. En tout cas, on se sent pas concerné finalement. Ce que vous nous montrez, c'est des petits exemples qui existent déjà parce que ça plus ça plus ça finalement, c'est peut-être ça qui nous fera avancer. Cyril, Mélanie. Oui, c'est plein de possibilités de faire des choses de manière locale et de mettre l'homme beaucoup plus au centre, de proposer plein d'alternatives. Et je crois effectivement que pendant des années, on a essayé de faire peur aux gens, et ce qui était complètement nécessaire pour leur faire prendre conscience de la situation. Et qu'aujourd'hui, pour faire passer un message, il faut certainement avoir un peu d'humour, filmer des gens, ce qu'on a essayé de faire, des gens extrêmement lumineux, extrêmement intelligents, et en même temps envie. très quotidien. Ces gens-là, c'est vous, c'est moi, c'est pas des gens qui ont l'ambition de sauver la planète en fait. Simplement l'ambition de se sauver eux-mêmes finalement et leur environnement. Je pense à Détroit par exemple. C'est là que le film ouvre. Si on fait des jardins urbains aujourd'hui à Détroit, c'est pas parce que c'est bobo, c'est pas parce que c'est joli, mais c'est parce que ça se mange, que c'est plus équitable, que c'est plus autonome, que c'est plus durable. C'est pour ça qu'on fait ça en fait. Oui, tous ces gens-là le font parce qu'ils pensent que c'est la meilleure chose à faire. Et à la fois, c'est pas que des petits exemples, parce qu'on a été, comme vous le disiez, à Copenhague, c'est une capitale qui va être neutre en émissions de CO2. On a été à San Francisco, c'est 7 millions d'habitants dans l'agglomération, ils vont être quasiment à zéro déchet en 2020. Et on voit que quand on met bout à bout toutes ces choses-là, c'est une nouvelle vision de la société qui émerge. C'est pas simplement l'écologie, puisqu'on parle aussi d'économie, on parle d'éducation, oui, parce que l'un on ne parle va de pas sans démocratie. l'autre, finalement, au final, on parle d'environnement au sens très large. Et notre environnement, effectivement, c'est l'éducation, c'est la démocratie, c'est toutes ces choses-là. Moi, il y a un chiffre qui m'a étonné, par exemple, et c'est bien que les gens le sachent, 70% de ce que nous mangeons, ce sont les petits agriculteurs. Et nous, bêtement, on croit très souvent que ce sont ces boîtes gigantesques qui nous nourrissent, en fait. Eh bien, pas du tout. Non, ça nourrit le bétail. Oui, entre autres, notamment, et ça déforeste une grosse partie de la planète. Oui, absolument. Et puis, c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup d'espoir, parce qu'on a filmé une ferme en permaculture en France qui est assez extraordinaire, qui a un rendement incroyable, qui produit jusqu'à 10 fois plus que les exploitations traditionnelles, sans une goutte de pétrole, de pesticides, d'engrais, qui a fait une étude avec l'INRA pour le prouver. Et on a rencontré cette personne de l'ONU qui nous a dit, mais ce sont des petites fermes comme ça, qui, multipliées partout sur la planète, peuvent nourrir le monde, et pas forcément ces grandes exploitations qu'on a l'habitude de voir, notamment en France. Alors pourquoi justement c'est si compliqué chez nous? Parce que, alors il n'y a pas que nous, on n'est pas que les mauvais élèves bien sûr, mais effectivement, vous donnez des exemples un peu partout sur la planète, on voit les Danois, on voit les Américains, même si les Américains, on sait aussi qu'il y a beaucoup de choses à y redire, on voit les Islandais par exemple, on a l'impression que chez nous, il faut ramer beaucoup plus en fait. En tout cas, il y a une grande peur dans plein de pays aujourd'hui de faire le grand pas du changement. Alors que d'autres le font et nous prouvent tous les jours que le changement est tellement plus intéressant à tous les niveaux. Que oui, il faudrait qu'on passe le pas, absolument. De toute façon, on n'a plus tellement le choix, parce que les scientifiques nous annoncent qu'il va falloir qu'on s'y mette très très vite, tout de suite, et qu'on a 25 ans pour essayer, non pas d'arrêter le réchauffement climatique, mais en tout cas de se préparer à ces grands changements. Il y a peut-être une chose qu'on nous explique pas assez finalement, et c'est ce que vous faites vous dans le livre, c'est que on y gagne. En fait, l'idée, c'est pas simplement de mettre des panneaux solaires pour mettre des panneaux solaires, mais l'électricité chute, par exemple. Le prix de l'électricité chute, on a moins besoin de pétrole, on a moins besoin de tout ça, mais y compris dans notre vie quotidienne à nous, peut-être que c'est ça qu'on nous explique pas assez, en fait. Mais exactement. On y gagne économiquement. On le voit, par exemple, à San Francisco, en triant leurs déchets, ils économisent de l'argent. On voit qu'il y a des entrepreneurs, comme cet entrepreneur à Lille avec Pocheco, à force de faire des choses de façon écologique, ils ont économisé 5 millions d'euros en 15 ans. Et ces gens sont plus heureux. C'est-à-dire que c'est ça qui était extraordinaire. On voit que ça a donné du sens à leur vie de faire ça, plutôt que de faire une espèce de consumérisme qui nous rend pas très heureux finalement. Et leur vie leur coûte moins cher au final. Et si la facture chute, après tout, si l'argument peut être là, pourquoi pas? Ça s'appelle Demain, ça sort en salle aujourd'hui. Vous vouliez faire un film très cinéma en fait, par ailleurs, parce qu'il est joli. Il y a de la lumière. C'est pas juste un documentaire plaqué en fait. C'est du ciné quoi. Et c'était important que ce soit en salle, pas seulement projeté. En fait, ce qui a été merveilleux pour nous, et on était ahuris de voir l'accueil qu'on a eu en tournée province depuis 3 mois, c'est que ce qui est magique avec le cinéma, c'est que tous les gens sont ensemble dans une salle. Et quand la lumière se rallume, si les gens
comme ils nous l'ont montré, ont la patate, ont envie de changer des choses et sont contents de se retrouver tous ensemble dans une grande salle, il va se passer des choses. Plus que si on est seul devant sa télé. Là, il y a une idée de solidarité qui se fait dans une salle de cinéma. Juste une dernière chose, il nous reste 10 secondes. Vous avez changé quelque chose dans vos vies depuis que vous avez tourné, justement, subitement? Il y a plus de compost chez vous? Si on a 10 secondes, je vais dire que oui, on a changé plein de choses et qu'on est 10 fois plus heureux comme ça. On vous croit sur parole et merci beaucoup à tous les deux. Donc le film qui sort en salle aujourd'hui et qui est projeté également tout à l'heure à la COP21. Mélanie Laurent, Cyril Dion, merci.